Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et les parents et les familles qui vous en... Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Purpose pour un nouveau format d'émission. Ce soir, ça s'appelle le débat du mois. L'objectif, ça sera de se retrouver chaque mois pour décrypter ensemble avec un expert et approfondir un débat d'actualité lancé sur la plateforme Purpose. Alors Purpose, je pense que vous commencez un petit peu à connaître. C'est la plateforme de démocratie participative où l'on débat des petits et grands problèmes de notre société en essayant d'inclure tout le monde, c'est-à-dire vous les citoyens, mais aussi la société civile et les élus. Et pour inaugurer le débat, ce nouveau format d'émission, on va parler ce soir de la question du boycott des hydrocarbures russes, donc pétrole, gaz et charbon, dans un contexte international que tout le monde connaît, à savoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier. Une invasion qui a déclenché une réponse coordonnée des pays européens, avec l'adoption par l'Union européenne de 5 paquets de sanctions économiques à l'encontre du Kremlin, mais avec un point de dissonance majeur, pas des moindres, qui est la question de l'arrêt des importations des hydrocarbures russes, dont dépend le fonctionnement des économies européennes, en tout cas un certain nombre d'entre elles. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir, mais au-delà de la focale russe, l'objectif ce soir, c'est aussi de parler plus largement de la dépendance de nos sociétés aux énergies fossiles, et puis bien sûr aussi des solutions possibles pour en sortir. Et pour évoquer ce vaste et passionnant sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Ozano. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Tu es journaliste spécialiste des hydrocarbures, auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole, une fresque historique vraiment passionnante sur le sujet. Et depuis 2006, si je ne me trompe pas, tu es aussi le directeur de The Shift Project. 16. 2016. C'est moins vieux que ça. Ouais, qui est un laboratoire d'idées, une association qui promeut la décarbonation de nos économies. Mhm. Et je crois que c'est ta première émission sur Twitch. Oui, je suis un peu... Alors si ça peut te rassurer, moi aussi. Donc tu verras, tout va bien se passer. En fait, l'intérêt de Twitch, c'est que on a un chat avec donc des viewers qui peuvent poser des questions tout au long de l'émission. Donc évidemment, j'en ai quelques-unes de mon côté, mais n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir avec nous pendant l'émission. Du coup, j'ai d'ailleurs une petite question pour commencer ce live au chat, et pas à toi, tu m'excuseras, mais ça arrivera vite après. Est-ce que vous savez, les gens, quelle quantité de pétrole est consommée chaque jour dans le monde en millions de barils? Alors, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Si vous séchez, je pense que Mathieu a la réponse. Je la donne ou Ouais. j'attends? Ils ne veulent pas se lancer. Ah, 100. Alors, soit cette personne est un spécialiste des hydrocarbures, soit elle a fait une recherche Google, mais c'est effectivement 100 millions de barils par jour. Donc voilà, c'est un chiffre qui est assez énorme. Et ça donne un petit peu une idée de la place prise par le pétrole, notamment dans nos sociétés. Oui, c'est aussi pratique parce que comme c'est 100, dès qu'on donne un pourcentage, c'est assez facile à faire de tête. Quand on veut dire que l'Arabie Saoudite ou la Russie, par exemple, produisent 1/10 du marché mondial, c'est pas très compliqué de ramener ça à 10 millions de barils jour. Et le baril, en fait, c'est l'unité historique. C'est un baril, puisqu'au départ, au 19e siècle, on transportait le brut dans des barils en bois. Donc ça fait quelque chose comme 147 litres, je crois. Okay. Et si on empile toute la production annuelle, on a tous les jours l'équivalent d'une tour qui ferait 100 mètres de base et je crois, refaire le calcul, c'est pas très compliqué, mais plusieurs kilomètres de haut. 100 mètres de base, plusieurs kilomètres de haut, remplis de pétrole tous les jours, produits, transportés et consommés, c'est-à-dire consumés dans le monde. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel moment de notre histoire les hydrocarbures ont pris une telle place et surtout pourquoi en fait très vite on n'arrive plus à se passer des hydrocarbures et notamment du pétrole? Alors, d'abord, il faut comprendre la place que ça occupe aujourd'hui. Pour se représenter les choses, l'ensemble qu'on appelle les énergies fossiles, donc hydrocarbures plus charbon,
Hydrocarbures, c'est le pétrole et son petit frère, le gaz naturel. Hydrocarbures, c'est une forme de molécule qui est très très courante dans l'univers. C'est NH2N plus 2. Donc C, c'est le carbone, H, c'est l'hydrogène, d'où hydrocarbures. Donc au-dessus de 5 atomes de carbone, c'est liquide. En dessous, c'est gazeux. Donc il faut bien comprendre, déjà, voilà, pétrole, gaz naturel, d'un point de vue chimique, on parle de la même chose. Simplement, il y a des molécules qui sont petites et qui, en situation normale, se retrouvent sous forme gazeuse. Le butane, le propane, le méthane. Et au-dessus, c'est une forme liquide. Voilà. Ça, donc, c'est les hydrocarbures. Et l'autre grande forme d'énergie fossile, c'est le charbon. Ouais. Et tout ça, ça fait 80% de toute l'énergie qu'on consomme dans le monde au quotidien. 80% de l'énergie qu'on consomme au quotidien, c'est des énergies fossiles qui ont la double caractéristique, et on va y revenir, d'être carbonées, d'où le problème du CO2 et du climat, et d'être tarissables. C'est des choses qui existent en quantité finie sur Terre, et c'est un problème qu'on va aussi découvrir au cours de ce siècle, que le pétrole en particulier n'est pas inépuisable. Voilà. Et pour répondre à ta question, à partir de quand le pétrole et les hydrocarbures sont devenus... Mais le gaz est venu beaucoup plus tard comme usage. Le gaz, au départ, on ne savait pas trop quoi en faire, donc on le brûlait. Mais le pétrole est pratiquement devenu instantanément dans son histoire un produit de première nécessité. Dans son histoire, c'est-à-dire c'est la seconde partie de la révolution industrielle, c'est les années 1860, 1870, 80, pour 3 usages successifs. Le troisième étant devenu le plus important de très très loin. Le premier, c'était la lumière. On l'oublie complètement, mais dans les lampes à pétrole, avant le pétrole, s'éclairer abondamment, tard la nuit, c'était un privilège qui était réservé aux très riches. Et le pétrole, de ce point de vue-là, a remplacé l'huile de baleine, qui était l'huile des rois. On appelait ça l'huile des rois, qu'on allait chercher dans la tête des cachalots. C'était l'huile de la meilleure qualité qu'on puisse trouver, mais pas facile à produire. Il faut aller en Arctique ou en Antarctique, trouver des cachalots, tuer les cachalots, etc. Ça a offert, c'est le premier usage qui est très important, ça a offert la possibilité de s'éclairer facilement. Ensuite, c'est devenu un lubrifiant. Pareil, on était complètement limité. La révolution industrielle était limitée dans sa capacité à faire des grosses machines, parce pour faire des grosses machines, il faut beaucoup de graisse. Sinon, les machines, elles cassent, elles se grippent, etc. Le pétrole a apporté ça. Et puis, évidemment, le troisième usage, qui a commencé à émerger dès les années 1880, c'est l'usage de combustible pour faire fonctionner toutes sortes, pour faire tourner comme source d'énergie, pour faire tourner toutes sortes de machines. Évidemment, on pense à l'automobile, mais il y a les bateaux, les avions, et puis tous les mécanismes qui ont besoin. On peut penser à des pompes d'irrigation, par exemple, qui sont bien souvent, pour lesquelles on utilise bien souvent du pétrole, et aussi pour faire de l'électricité. Pendant très très longtemps, on a utilisé le pétrole, le fuel, pour faire tourner les turbines électriques. Voilà. Donc, en fait, le pétrole est devenu pratiquement instantanément un produit de première nécessité pour s'éclairer, pour graisser, et puis très vite comme source d'énergie. Et elle a surpassé le charbon. Ça, c'est plus tard. Elle est devenue, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la première source d'énergie en quantité devant le charbon. Avant ça, c'était la première source d'énergie en qualité. Et c'est bien pour ça que le pétrole s'est autant imposé. C'est parce que, pour des raisons écologiques, pour des raisons naturelles, c'est ce qu'on avait de plus facile. C'est ce que la nature nous a offert de plus commode. Et c'est bien pour ça que c'est devenu cette denrée omniprésente. C'est marrant parce que Marie dit le pétrole a donc sauvé les baleines dans le chat. Effectivement, dans ton livre, j'ai vu qu'il y avait des campagnes publicitaires utiliser du pétrole, sauver les cachalots. Oui, c'est un dessin de presse que j'ai republié. Alors l'histoire est évidemment plus compliquée que ça. Mais ce qui est clair, c'est que, parce que tout simplement la pêche à la baleine a continué, pour d'autres raisons que pour aller chercher de l'huile, le spermaceti, ce qu'on appelle, c'est l'huile qu'on trouvait dans les cerveaux des cachalots, c'est l'histoire de Moby Dick, etc. Mais c'est clair qu'à partir du moment où on a eu le pétrole
qui, un puits de pétrole fournissait la production, quotidiennement, la production de toute une flotte de baleiniers. Ouais. Donc, ça a considérablement, effectivement, descendu la pression sur la flotte de cétacés à un moment donné d'essor de la révolution industrielle où il y avait besoin de beaucoup d'éclairage. Tu citais la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure. Un point qui m'a marqué dans ton livre, c'est que tu dis que ce n'est pas un hasard si les deux grandes puissances perdantes de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Allemagne et le Japon, étaient celles qui n'avaient pas de pétrole. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, enfin, c'est dans mon travail d'historien, c'est vraiment un fil conducteur. C'est peut-être même le seul prisme de ce travail. Ça suppose de se rappeler d'un truc tout bête, qui est que, voilà, quotidiennement, on parle beaucoup de puissance. On parle de puissance économique, de puissance militaire. Quand on parle de puissance à l'échelle des humains, bien souvent, on oublie complètement le lien avec l'énergie. En fait, la puissance, si on n'a pas complètement dormi au lycée en cours de physique, la puissance, l'effectuation d'une puissance matérielle, physique, c'est un rapport entre... c'est l'effectuation d'une source d'énergie sur le temps. Un watt, donc ce qu'on mesure avec l'unité de mesure de la puissance, c'est 1 joule par seconde. Et le joule, c'est l'unité de mesure de l'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on parle de puissance humaine, alors ça, quand je dis rapport entre puissance et énergie, on le comprend très bien si on pense, je sais pas, à un vélo, si on pense à une machine à vapeur, enfin une locomotive, ou même si on pense à des muscles. Mais quand on parle des affaires humaines, de politique, d'économie, d'affaires militaires, et qu'on parle tout le temps, on parle tout le temps de puissance économique, encore une fois, puissance militaire, puissance politique, on oublie complètement le rapport à l'énergie. Donc en fait, le pari un peu du bouquin que j'ai fait, c'est de se dire, OK, le XXe siècle, c'est, n'est-ce pas, le siècle de l'essor incommensurable de la puissance humaine. C'est-à-dire ce qui caractérise, peut-être le premier truc qui caractérise ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que l'humanité a fait pouf, comme ça. Donc c'est un essor inouï de puissance. Chercher à chaque fois où étaient les sources d'énergie qui permettaient d'effectuer cette puissance, c'est extrêmement fertile pour comprendre précisément les rapports de puissance entre les puissants. On a même parlé de superpuissance. Alors, pour revenir à ta question, pendant la seconde moitié du XXe siècle, États-Unis et URSS, pendant la guerre froide, on les appelait les superpuissances. Il se trouve que c'était les deux premiers producteurs, et ça l'est toujours, avec l'Arabie Saoudite, les deux premiers producteurs mondiaux d'énergie en général et de pétrole en particulier. Et c'est tout sauf un hasard. Puisqu'effectivement, si vous voulez effectuer une grande puissance industrielle, militaire, il vous faut des ressources adéquates en énergie. Et la Seconde Guerre mondiale a ça de très caractéristique. On a deux volontés de puissance incommensurables, démentielles, celle des nazis et celle de l'Empire japonais, qui sont dépourvues. C'est une volonté de puissance intellectuelle, comme ça, le délire de puissance, on a même parlé de ça, hein, c'est un concept, le délire de puissance, par exemple de l'idéologie nazie, qui n'avait aucune limite intellectuelle, était dépourvu d'un truc, de ressources adéquates en énergie, pour effectuer cette puissance. Au résultat, si tu regardes la Seconde Guerre mondiale, les deux mouvements stratégiques les plus décisifs, l'invasion de l'URSS, l'opération Barbarossa, ce moment fatidique où Hitler décide d'envahir le pays de Staline, et second mouvement stratégique, le Pearl Harbor, c'est-à-dire l'invasion du sud du Pacifique par le Japon. À chaque fois, dans les deux cas, l'objectif stratégique ultime, de manière très explicite, c'est de mettre la main, dans un premier cas, sur le pétrole de Bakou, qui est à ce moment-là, sur le continent eurasiatique, la plus belle source de pétrole, c'est-à-dire la plus belle source de puissance que l'humanité ait su mettre au jour. Donc Stalingrad, la bataille fatidique de Stalingrad, le but, c'est à quelques centaines de kilomètres, le pétrole de Bakou, que les Allemands sur lequel les Allemands ne mettront jamais la main. Et puis dans le cas du Japon,
Eh bien là, l'idée de Pearl Harbor, c'est de repousser le plus possible la flotte américaine dans le Pacifique pour avoir le temps de prendre le contrôle de la plus belle source d'énergie qui est dans cette partie du globe, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie, ce qu'on appelait à l'époque les Indes néerlandaises. Je trouve ça absolument fascinant, en tout cas très éclairant, de se dire que les deux grands mouvements stratégiques décisifs ont pour but, pour des volontés de puissance, de mettre la main sur des ressources adéquates en énergie. Voilà. On s'intéresse toujours à l'histoire par rapport aux questions de son temps. Moi, je me suis dit assez vite en démarrant ces recherches, OK, on s'est beaucoup battu pour l'accès aux matières premières en général et à l'énergie en particulier, et par excellence au pétrole lorsque ces sources étaient abondantes. Qu'est-ce qui peut bien se passer au cours du XXIe siècle lorsque ces ressources vont devenir plus contraintes et c'est bien ça, c'est pour ça que je parlais ouais. Sur à quand finalement la fin du pétrole, quand est-ce que les puits seront épuisés pour Gabriel et pour Nerez, on fera quoi quand il n'y en aura plus? Un petit peu lié, mais du coup on a une idée précise de ça, parce que pendant très longtemps le pétrole était facile à extraire, c'est ce que tu dis aussi, et c'est ce qui explique aussi la raison de son essor. On en est où aujourd'hui là-dessus? Alors j'ai fait un troisième petit bouquin entre les deux là que tu as présenté, qui s'appelle Pétrole, le déclin est proche. J'essaie de faire des titres toujours assez clairs. Aux éditions du Seuil. C'est un petit bouquin qui se veut, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont envie de vraiment d'explorer cette question, c'est un bouquin d'une centaine de pages et qui se veut très, très simple, parce qu'en fait le problème est assez simple. C'est un problème de baignoire qui se vide. Alors c'est une image que j'emploie, dont j'ai usé, mais c'est assez simple. Plus vite tu vides un verre d'eau, plus vite il est vide. Voilà. Donc voilà, jusque-là ça va. Non mais voilà, plus vite tu veux effectuer une puissance, plus vite tu vas épuiser ton stock d'énergie, n'est-ce pas? Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de puits de pétrole, de régions pétrolifères qui sont déjà épuisées. L'histoire du pétrole est assez ancienne, hein, c'est 1 siècle et demi. Les premiers puits industriels, c'est la décennie 1860. La production de pétrole n'a jamais cessé d'augmenter depuis. Par contre, entre-temps, voilà, on a une grande courbe comme ça de production croissante. Au fil du temps, vous avez une succession de grandes zones géographiques pétrolifères dont la production s'est tarie, et qui ont été remplacées par des nouvelles ressources. Okay, mais bon, alors il y a des régions comme ça, par exemple le pétrole de Bakou, auquel je faisais allusion, à terre, il est épuisé. Maintenant, ce pétrole, on le cherche dans la mer Caspienne. La première région qui a fait la fortune de Rockefeller, qui est sans doute encore aujourd'hui l'homme le plus riche de tous les temps, n'en déplaise à Elon Musk. La région qui a fait sa fortune, c'est la Pennsylvanie. Le pétrole conventionnel en Pennsylvanie, les puits sont fermés depuis très longtemps. Voilà, il y a une succession. Et puis, il y a beaucoup de zones qui sont plus récentes, qui sont en déclin, et qui sont en déclin irréversible. En fait, la question est assez simple à comprendre. Les pétroliers parlent de ressources matures. Mature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez sorti la moitié du stock. À partir du moment où vous avez vidé la moitié d'un stock, ça peut être une mine d'or, ça peut être un puits de pétrole, ça peut être une ressource finie, quelle qu'elle soit. Il faut s'imaginer que ça comme un entrepôt avec du stock dedans. Eh bien, vider un puits de pétrole, c'est vider un stock. À partir du moment où vous savez, où les géologues qui sont spécialistes, ce qu'on appelle les pétrogéologues, savent que vous avez sorti la moitié de ce que vous pouvez techniquement sortir de ce puits, inexorablement la production déclinera. C'est assez facile à se représenter ça mentalement. Hein. À partir du moment où votre stock commence à s'épuiser, c'est assez logique que la production elle-même s'épuise. Et bien des zones comme ça qui sont dites matures précisément, ça veut dire encore une fois, on a puisé la moitié de ce qu'on pouvait puiser, donc la production va décliner. Des grandes zones comme ça qui sont matures et en déclin, il y en a beaucoup en fait sur Terre, et c'est le pétrole facile. C'est-à-dire c'est le pétrole assez logiquement, c'est le premier qu'on est allé puiser. Okay, donc les plus faciles, certains c'est terminé.
comme je disais, Bakou ou la Pennsylvanie ou encore la Californie, où le pétrole inshore est complètement, qui a été Los Angeles a poussé sur un puits de pétrole, ce pétrole est épuisé aujourd'hui. Et puis vous avez des zones qui sont en déclin prononcé, et il y en a beaucoup, je disais. Je peux en citer une qui nous intéresse au premier chef, en particulier vis-à-vis de la situation en Russie, c'est la mer du Nord. Donc la mer du Nord, c'est pas une région qui a été développée très tôt, parce que c'est du pétrole déjà technique. Voilà, la mer du Nord, pour ceux qui connaissent, c'est pas une région très hospitalière. C'est une région, c'est une mer très tempétueuse, où il y a des grosses vagues, etc. Donc c'est du pétrole qu'on a développé après les chocs pétroliers dans les années 80, donc c'est assez tard. Eh bien, la production est passée par un maximum en l'an 2000, et depuis, la production est à peine à moitié de ce qu'elle était au moment du maximum dans l'an 2000. C'est vrai pour le pétrole et c'est vrai également pour le gaz. Le continent africain, l'ensemble du continent africain a passé son pic de production et mature depuis 2008. C'est la même année que la crise financière. Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a des Algériens qui nous écoutent ou des gens qui ont des amis algériens, mais tous les Algériens savent très bien que la production de l'Algérie décline. Elle décline depuis un bon bout de temps maintenant. La production de la Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale, elle décline depuis 2007. Et non seulement ça, mais en général, les Algériens non seulement connaissent cette information, mais en plus voient très bien le risque qu'elle fait peser sur la stabilité de la société algérienne. Parce que voilà, ce sont des ressources, il faut comprendre un élément qui est très important qu'on n'a pas dit, mais on parle d'or noir, c'est-à-dire qu'on parle d'une ressource qui permet à des régimes et à des sociétés entières de se maintenir. Si on revient au cas de la Russie, la puissance économique de la Russie, c'est pas grand-chose, hein, c'est le PIB de l'Italie. Hein, non, avec ses hydrocarbures, mais ce qui lui permet de tirer son pouvoir de nuisance, c'est ce qui permet surtout de financer l'État. C'est-à-dire, alors on parle beaucoup des financements militaires, et pour cause évidemment aujourd'hui, mais même de financer la paix sociale, de financer les minima sociaux, enfin tout quoi. C'est les recettes pétrolières et gazières. Donc vous enlevez ça, vous avez des sociétés qui s'effondrent. Ça s'est déjà passé. Et ça risque de se reproduire à mesure qu'on va, au fil du temps, avoir de plus en plus de pays dont la production décline. Et je ne prends pas le cas de la Russie au hasard, parce que la Russie est typiquement un pays qui est pile en train d'entrer, dont la production est en train d'entrer dans un déclin inexorable. On va revenir là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Il y a plusieurs questions dans le chat. Est-ce que du coup, on sait dire combien d'années on a en réserve ou... Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, avant de répondre à ça, il faut comprendre un point essentiel. C'est que, en fait, la question n'est pas la question de la dernière goutte. La question n'est pas la question de l'épuisement final du pétrole. Le problème que ça pose, le problème de stabilité sociale que ça pose, c'est le déclin. Non pas l'épuisement, mais le déclin. D'accord ? Il y a Jacques Brel qui chantait mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire, mais vieillir. Ah, vieillir. C'est ça le danger, en fait. À partir du moment où votre production décline, ça revient à, puisque c'est une analogie que j'emploie souvent, l'énergie, c'est le sang. C'est le système sanguin. On comprend bien, voilà, c'est ce qui amène l'énergie, les nutriments à l'organisme. Donc, dans nos sociétés techniques, le sang, le système sanguin, ce sont les systèmes énergétiques. C'est le cœur et c'est aussi tout le système de vascularisation. Et là-dedans, ce qui passe principalement, je l'ai dit, à 80%, ce sont des énergies fossiles. Le sang de l'humanité. Eh bien, lorsque le pétrole commence à s'épuiser, ça revient à appuyer sur la carotide, en fait, des sociétés. On l'a vu avec la réaction, enfin, il y a eu énormément d'épisodes récents qui font sentir ça, et on est un peu au début de l'histoire. Les réserves pétrolières, il y aura encore du pétrole, c'est la conséquence de ce que je voulais dire, il y aura encore du pétrole en 2100, et même sans doute en 2200. La question c'est, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde ? Voilà. C'est ça le problème. La dernière goutte de pétrole puisée sur Terre, c'est pas encore pour tout de suite.
Mais par contre, ce qui est pour tout de suite, c'est une situation dans laquelle vous allez avoir de plus en plus de mal à compenser le déclin de la mer du Nord, de l'Afrique, par des sources nouvelles qui sont plus techniques et plus coûteuses. Il faut se représenter ça. Il y a 2 images qui permettent de bien se représenter ça. C'est l'image d'une baignoire qui se vide d'un côté et qu'il faut re-remplir de l'autre pour maintenir le même niveau. Bon, ben ça a été facile pendant très longtemps. Maintenant, c'est extrêmement ardu pour les pétroliers d'arriver à compenser le déclin de la production existante, comme je disais, par exemple en Afrique, en mer du Nord ou ailleurs, par des ressources nouvelles. Et l'autre image qui, pour moi, est très parlante, c'est celle d'un arbre fruitier. Sur un arbre fruitier, imaginez un bel arbre fruitier, un beau pommier. Le réflexe qu'on a tous, c'est de commencer par cueillir les fruits bien mûrs à portée de main. Voilà. C'est ce qu'on a commencé à faire au 19e siècle. On a commencé par exploiter le pétrole qui était là, on savait qu'il était là, il remontait de sa propre profession et il était à terre. Okay. Maintenant, le pétrole, on va chercher en haut de l'arbre les fruits pourris. On a parlé, alors jusqu'aux années 70, il y avait très peu de production offshore, en mer. Maintenant, tous les nouveaux champs de pétrole conventionnels, peut-être on reviendra sur ce distinguo entre conventionnel et non conventionnel, mais c'est pas... Qu'est-ce que c'est le conventionnel ? Et par opposition à quoi ? Je finis juste là-dessus. On a commencé par exploiter... Maintenant, tous les nouveaux puits de pétrole conventionnels sont des pétroles offshore, et même, on a parlé de deep offshore profond, maintenant on en est à parler d'offshore ultra profond. Voilà. Et l'horizon qui reste pour l'industrie pétrolière conventionnelle, c'est l'Arctique. Donc c'est des zones, voilà, c'est pas pour rien qu'on n'y est pas allé jusqu'à présent. Parce que pour un industriel, c'est un tout petit peu compliqué de bosser de forêt, d'exploiter. Parce que ultra profond, ça correspond à combien de kilomètres ? Ça dépend, mais le seuil est défini, je crois que c'est à partir de 5000 mètres qu'on parle de profondeur, mais en fait, entre la surface des eaux et le plancher océanique, mais pour se représenter les choses, peut-être de manière plus parlante, les puits de la zone de offshore ultra profond la plus fertile aujourd'hui dans le monde, elle se situe au large de Rio, au Brésil. Et bien là, on va chercher le pétrole à 10 km sous la surface des flots. Donc entre la surface et l'endroit où est la roche réservoir qui contient le pétrole, il y a 10 000 km. 10 000 mètres, pardon. C'est-à-dire c'est plus haut que l'Everest. Okay. D'accord ? Donc ça veut dire que l'industrie, c'est de plus en plus compliqué pour elle. Tous les nouveaux champs qu'on ouvre sont dans des conditions extrêmes pour un industriel. Elles sont soit donc au large de manière très profonde, soit c'est des pétroles qu'on connaît depuis longtemps mais qu'on n'avait pas trop envie, c'est un peu ça les fruits pourris, avec très acides, donc qui font de la corrosion. Qu'il faut beaucoup retraiter derrière. Qu'il faut énormément retraiter et qui posent des problèmes d'infrastructure. Soit c'est effectivement par exemple l'Arctique, où faire des équipements sur du permafrost, avec des amplitudes de température qui vont de moins 40 à éventuellement plus 20, plus 30 l'été, parce qu'il peut faire très chaud en Arctique. C'est des trucs, bon, si vous avez jamais travaillé le métal, ou fait une soudure dans votre vie, vous comprenez que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. L'industrie pétrolière aujourd'hui a un degré de sophisticité dans les matériaux, dans les équipements, dans les outils informatiques qu'on utilise, qui n'a rien à envier à l'industrie spatiale. C'est juste 10 000 fois plus gros que l'industrie spatiale, quoi. C'est très, très, très sophistiqué. Le problème, c'est que malgré tout ça, les pétroliers n'arrivent plus à compenser la consommation. Voilà, c'est ça. Les réserves, les découvertes de pétrole conventionnel n'ont jamais été aussi maigres qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu des moyens techniques aussi importants. Il faut s'imaginer ce que ça pouvait être dans les années 20, dans les années 30, de chercher du pétrole avec les outils qu'on avait à l'époque. Et imaginez un petit peu avec la sophisticité technique qu'on a aujourd'hui, c'est infaillible. Sauf qu'on trouve beaucoup moins de pétrole conventionnel aujourd'hui qu'à l'époque. Voilà. C'est ça la situation. Et cette situation entraîne inexorablement un problème qui est trop peu discuté aujourd'hui, qui est le problème du tarissement du pétrole lui-même, qui pour nous, au Shift, le think tank que je dirige, est une seconde excellente raison,
en plus du climat, de se dire non, mais là, il faut juste sortir de ce truc-là, quoi. Parce qu'on va se retrouver enfermé de l'intérieur, quoi. Pour revenir à ta question sur le distinguo conventionnel-non conventionnel, je vais essayer d'expliquer ça rapidement sans être trop technique. Alors, d'abord, le pétrole conventionnel, tout simplement, c'est le pétrole liquide classique. Comment est-ce qu'on le définit? Eh bien, on le trouve dans ce qu'on appelle des roches réservoirs, qui sont des formations géologiques particulières qu'on trouve dans les grands bassins sédimentaires et où on va chercher le pétrole. Voilà. Et le pétrole non conventionnel, c'est tout ce qui ne répond pas à cette définition. Alors, là-dedans, certains auront sans doute entendu parler... de schiste. Alors, le pétrole de schiste, effectivement, qui est la source reine, qui a eu un essor colossal depuis 10 ans aux États-Unis, tout à fait inattendu et spectaculaire. Il y a aussi les sables bitumineux. Pourquoi inattendu? Parce que du coup, aujourd'hui, les États-Unis sont devenus le pays Ils premier. sont redevenus. Ouais, redevenus. Alors justement, c'est intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de zones de pétrole conventionnelles dont la production décline. Les États-Unis ont été les premiers, en fait. Donc les États-Unis ont été le grand producteur américain, le grand producteur mondial, la grande puissance, c'était ça. La production de pétrole conventionnel est entrée en déclin en 1970. Donc le Texas, l'Oklahoma, la Louisiane, la Californie, tout ça, ça a commencé à décliner à partir de 1970. Le déclin continue aujourd'hui. Simplement, à partir de 2008, il y a eu cet essor tout à fait spectaculaire du pétrole de schiste, donc qui est une forme de pétrole non conventionnel, et aujourd'hui la forme reine. Et pourquoi on ne s'attendait pas à un essor aussi important? Pour beaucoup de raisons qui sont des raisons industrielles, on pensait que c'était trop cher pour avoir des productions significatives. Et il se trouve qu'en fait, c'est une industrie qui a beaucoup perdu d'argent, où ils ont eu beaucoup de mal à dégager des profits. Mais bon, il y avait des gens qui étaient prêts à réinvestir là-dedans. Mais néanmoins, ça a permis aux États-Unis de redevenir effectivement premier producteur mondial. Et alors, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça et pourquoi est-ce que c'est intéressant par rapport à cette problématique, cette question du tarissement que j'essaie de décrire? Eh bien, parce que les pétroles non conventionnels, c'est 1/5. C'est pas beaucoup finalement aujourd'hui. Ça n'est jamais que 20% de tout le pétrole qui est produit. Tout le reste, c'est du pétrole conventionnel. Ce pétrole conventionnel a franchi son pic. Et mature. La somme de tous les puits qui font du pétrole conventionnel aujourd'hui dans le monde est à plus de 50% mature et sa production est passée par un pic en 2008, l'année de la crise financière, est entrée dans un déclin qui est un déclin considéré comme inexorable par les sources de référence, en particulier l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est ça la baignoire qui se vide. La baignoire qui se vide, c'est les 80% du pétrole qu'on produit dans le monde, ça ne fera pas autre chose que décliner. Pour la raison que je décrivais tout à l'heure, c'est qu'on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. C'est assez... Voilà. Et la question est de savoir si les pétroles non conventionnels, c'est 1/5 de la production, c'est les 20% qui restent, est-ce que c'est une planche de salut ou est-ce que c'est une planche pourrie? Est-ce que c'est ce qui permettrait à l'industrie pétrolière de continuer à se perpétuer et compenser le déclin de la production existante de pétrole conventionnel? Ou est-ce que c'est au contraire des trucs qu'on met en production parce qu'on n'a plus le choix? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. À la fois un symptôme et peut-être une planche de salut. Moi, j'y crois pas. Parce que, quelles que soient les politiques climatiques, les autres raisons qu'on a de sortir du pétrole, c'est des pétroles qui demandent d'aligner beaucoup de facteurs propices pour que c'est un développement très important. Pour l'instant, le pétrole de schiste ne s'est développé qu'aux États-Unis, là où l'industrie est la plus intensément développée, parce que c'est le plus grand pays pétrolier au monde et qu'il n'y a aucun pays au monde où on a foré plus de puits qu'aux États-Unis, et de très loin. Donc il y avait beaucoup d'acteurs qui se sont saisis de ça, mais pour l'instant, ça n'a pas décollé ailleurs. Et ce pétrole de schiste, pour l'instant, il a essentiellement perdu de l'argent. Les entreprises qui font ça, elles n'arrivent pas à générer des profits. Et là, elles commencent à y arriver, mais pour y arriver, justement, précisément, elles forent beaucoup moins, elles produisent beaucoup moins.
Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais disons que quand tu es obligé de réduire ta production pour dégager un profit, c'est difficile de se dire que c'est ce truc-là qui va permettre de maintenir une production mondiale de pétrole à très haut niveau. Que ce soit très souhaitable par ailleurs, mais du coup on y reviendra. Il y a pas mal de questions sur les solutions. On finira en fait évidemment l'émission par les solutions. Je voulais juste revenir quelques instants sur ce que tu avais commencé à dire tout à l'heure sur le lien entre les phases de déclin dans un certain nombre de pays producteurs et les crises sociales. Ouais. Tu évoques notamment le cas de la Syrie. Absolument. Sur le fait que... tout ça n'est pas très rigolo. Non. Je m'en excuse, mais je pense qu'il faut se poser des questions graves. Bon, les turpitudes de M. Poutine nous y invitent fortement à revenir malheureusement à des perspectives assez sombres, mais qui sont là. Hein, on a la chance en Europe occidentale de ne pas nous être foutus sur la gueule depuis 70 ans. C'est un peu une exception sur la planète. Et d'ailleurs, du reste, ce qu'on a, la stabilité économique qu'on a, alors on comprend aujourd'hui qu'elle est dépendante du bon vouloir de pays exportateurs d'énergie fossile, mais disons qu'en ce moment, moi je me dis souvent, notamment en regardant mes gosses, qu'on a bien de la chance d'être en Europe occidentale, malgré tout le reste. Alors, pourquoi est-ce que je parle de la Syrie ? Donc c'est un cas que je développe dans le troisième bouquin, voilà, Pétrole, le déclin est proche. La Syrie a été un producteur pétrolier important, relativement important, ce qu'on appelle un producteur de second rang. Il y a les producteurs de premier rang, États-Unis, Arabie Saoudite, Russie, Iran, Irak, et puis vous avez tout un tas... À peu près, ouais, disons les trois grands pays producteurs, c'est États-Unis aujourd'hui. Mais disons, à 10 millions de barils jour, ça se tient entre États-Unis, Russie et Arabie Saoudite, 10 millions de barils jour. Donc rien qu'à eux trois, ils ont un tiers de la production, puisque c'est 100 millions de barils jour. Après, vous avez une série de producteurs un tout petit peu moins importants, mais très massifs, comme les autres grands producteurs du Golfe Persique, donc l'Iran, précisément, l'Irak, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, tout ça, c'est des très gros producteurs. Vous avez plusieurs pays africains qui sont je disais, leur production décline, mais qui sont des très gros producteurs encore, comme l'Algérie et le Nigeria, par exemple. Et puis après, vous avez le Canada aussi, donc Canada qui produit beaucoup de sable bitumineux, qui est l'autre grande forme de pétrole non conventionnel. Et puis après, vous avez plein de producteurs, ce qu'on appelle de second rang, qui produisent quelques centaines de milliers de barils jour. On ne compte plus en millions, on compte en centaines de milliers. Et là-dedans, bon, il y en a beaucoup. Et la Syrie a fait partie de ces pays-là. Pour la Syrie, le pétrole a été la première source de devises pendant très longtemps. Première source de devises, donc de dollars, concrètement, hein, ce qu'on appelle des pétrodollars, les fruits de la vente de brut, de pétrole brut. Donc première source de devises et première source de recettes pour l'État. Et ça, c'est pour ça que c'est triste, mais intéressant de s'attarder sur le cas de la Syrie, c'est que vous avez beaucoup de pays qui sont dans ce cas-là. L'Algérie est dans ce cas-là, que j'ai déjà cité. La Russie est dans ce cas-là, où les hydrocarbures sont première source de devises et première source de recettes pour l'État. Alors, dans des proportions qui sont différentes dans un cas et l'autre, mais il y a beaucoup de pays qui sont dans ce cas-là, et des pays qui sont au bord du déclin, voire déjà en déclin dans le cas de la Syrie, ou dans le cas de l'Algérie, ou dans un stade de déclin très avancé comme la Syrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie ? La production est passée par un pic au début des années 2000, tout à fait attendu, puisque, encore une fois, c'est pas très compliqué, hein. Vous avez un stock, vous connaissez à peu près, les géologues savent évaluer la quantité que vous avez dans votre stock. À partir d'un certain moment, quand la production rentre en déclin, c'est bien souvent largement inexorable si vous ne faites pas de nouvelles découvertes qui permettent de remplir votre stock. Donc le pétrole, la production syrienne est passée par un maximum au tournant des années 2000, autour de l'année 2000, 2002.
Et enfin, à partir de 2002, elle s'effondre, précisément. Et j'ai retrouvé, je commente dans le petit bouquin dont je parlais, des études conjoncturelles à l'époque du FMI, du Fonds monétaire international. Alors, le Fonds monétaire international prête de l'argent à plein de pays et ils ont des gens qui sont des analystes qui vont regarder, qui font des notes. Dire, bon, là, ça va. Hein, là, c'est pas terrible. Alors, avec des partis pris idéologiques sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui font des analyses, des analyses conjoncturelles en disant ça va, ça va pas. Et il se trouve que j'ai exhumé des rapports du FMI des années 2003, 2004, 2005, 2006, où successivement les types disent bon, la production décline, à un moment donné, ça va poser des problèmes. Parce que c'est la première source de financement du, si j'ose dire, de l'État-providence à la Bachar el-Assad. C'est ce qui permet de... Mais très concrètement, c'est-à-dire que ça subventionne la bouffe, ouais. Ça subventionne l'essence à la pompe, parce qu'on est producteur, on est aussi consommateur, et ça finance l'essence aussi pour les pompes d'irrigation. Alors, donc là, il y a ces avertissements du FMI, et puis en 2008, au moment où le prix du baril est au plus haut, il dépasse 140 $, on est au-dessus de ce qu'on a en ce moment, le régime Bachar el-Assad, quasiment du jour au lendemain, débranche tout un tas de subventions. Il arrête du jour au lendemain, ça lui coûte trop cher, de continuer à financer la paix sociale grâce aux recettes pétrolières. D'accord ? Ça, c'est 2008. Et 2011, au moment où en fait, le déclenchement des printemps arabes est lié à une flambée des cours du baril qui a entraîné ce qu'on est en train de vivre précisément en ce moment, une flambée des prix des denrées alimentaires. Le pain. Le pain coûte plus cher et c'est d'après la FAO, c'est l'un des facteurs, enfin, c'est le facteur économique principal de tension qui a abouti aux révoltes du printemps arabe en Égypte, en Tunisie et en Syrie. Et en Syrie, ça c'est... Alors, je ne suis pas en train de dire, et ça serait obscène et ça serait idiot de le dire, déclin de la production pétrolière implique guerre civile et cauchemar absolu que vivent les Syriens depuis maintenant plus de 10 ans. Je ne dis pas ça. Je dis simplement, si vous appuyez sur la carotide d'un corps qui lui-même est fatigué, il ne faut pas s'étonner si ce corps fatigué fait une syncope, immédiatement. Voilà. Et la preuve supplémentaire que je peux donner de ça, de cet avertissement que pour moi constitue le cas syrien, la Syrie, c'est presque une tempête pour moi, c'est presque une tempête parfaite écologique. Pourquoi je dis écologique ? Parce que le déclin du pétrole, c'est un phénomène écologique. Hein, Mère Nature vous donne, et à un moment donné, Mère Nature, elle n'a plus rien à vous donner. Et pourquoi c'est une tempête parfaite ? C'est qu'il y a un second facteur qui, lui, est plus connu, dont on a plus parlé, c'est que dans les années 2007, 2008, 2009, la Syrie a connu une sécheresse dite centennale, dite exceptionnelle, mais qui est parfaitement en ligne avec ce que les modèles climatiques prévoient pour tout le bassin méditerranéen. En gros, ça va être plus sec. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez déclin de la production de pétrole et sécheresse. C'est-à-dire des deux côtés, vous êtes liés vraiment, voilà, c'est ce que je disais, les énergies fossiles, elles sont carbonées, elles sont tarissables. Carboné, ça donne le réchauffement climatique. Tarissable, ça donne Mad Max. Pourquoi je parle de Mad Max Tu peux rappeler pour les gens qui n'ont pas vu le film. Quoi ? Mais tout le monde a vu Mad Max. Moi, je ne l'ai pas vu. Possible. Ah bon ? Je sais l'histoire, mais je ne l'ai pas vu. Alors, l'histoire de Mad Max, c'est une histoire, ce qu'on appelle de dystopie, donc une utopie pas rigolote, où des gens se battent pour les derniers barils de pétrole, dans un monde surchauffé. Alors, donc évidemment, c'est un film qui, moi, m'a beaucoup inspiré, naturellement. Et le quatrième opus, qui est sorti il y a quelques années, un film remarquable, pour moi, c'est Daesh. Cette histoire, ça raconte des bandes
armée qui esclavagise des populaces affamées en contrôlant les derniers puits de pétrole, pas encore taris. Bon, c'est exactement ce qu'a fait Daesh. Hein. C'est strictement ce qu'a fait Daesh. Voilà. Ils ont mis la main sur des puits qui étaient au bord du tarissement. Ils s'en sont servis pour se faire un petit trésor de guerre. Et toute la population, ils ont asservi toute une populace misérable, affamée. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Et si vous regardez, ça paraîtra peut-être de mauvais goût, mais malheureusement, je crois que le parallèle est très, très puissant. Et puis, dernier élément que je peux donner par rapport à ça, c'est le cas du Venezuela. Le Venezuela, pareil, alors lui, c'est un producteur de premier rang, mais dont la production conventionnelle est entrée en déclin, pareil, à la fin des années 90. Et vous avez un régime politique, là encore, qui est très différent du régime Bachar, donc c'est le régime Assad, d'ailleurs, plus exactement. C'est le régime de Hugo Chavez, le régime chaviste, qui est un régime socialiste, mais qui était fondamentalement financé, donc les hôpitaux, la lutte contre l'illettrisme, il y avait plein de choses bien qui étaient faites par ce régime, étaient très largement financées par la première source de puissance économique du Venezuela, qui était ses ressources en pétrole. Le pétrole conventionnel a commencé à décliner à la fin des années 90. Ils ont même réussi à développer un pétrole non conventionnel, qui est le pétrole extra lourd, très polluant, mais bref, qu'ils ont réussi à développer pour tenter pendant un temps de compenser ce déclin. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de capitaux. Donc à un moment donné, vous avez à choisir entre... Vous avez de l'argent, vous êtes l'État, vous avez un trésor. Vous êtes contraint de choisir entre financer la paix sociale d'un côté ou financer des investissements qui sont non moins coûteux pour développer la production de pétrole. Bon, tout ça a fini par coincer, c'est-à-dire que la production s'est effondrée au cours de la décennie 2010, alors que le prix du baril était très élevé, donc générait beaucoup de recettes. Et la production s'est quand même effondrée, fondamentalement pour une raison écologique, c'est-à-dire que les puits conventionnels s'épuisaient, précisément. Et à un moment donné, il y a eu tellement de tensions sociales parce que l'État était incapable de continuer à financer la paix sociale. Et ça a donné, non pas une guerre civile dans le cas du Venezuela, mais pas loin, c'est-à-dire un chaos social total et dont le Venezuela ne se relève toujours pas aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en train de dire A donne B donne C. L'histoire, c'est toujours plus compliqué que ça. Mais on a déjà une série de cas historiques qui, pour moi, sont des mises en garde. Et je peux vous dire que pour avoir fréquenté pas mal on discutait de ça avec pas mal d'Algériens un peu informés, il y a beaucoup de gens en Algérie qui ont très très peur de ça, quoi. C'est-à-dire une situation où en fait la société devient ingouvernable, pour le meilleur et pour le pire. À un moment donné, même le régime épouvantable des généraux algériens, c'est quand même des systèmes d'eau potable, c'est quand même des hôpitaux, même s'ils ne fonctionnent pas bien, etc. Si à un moment donné, vous n'avez plus la source de financement pour faire tout ça, et la Russie est également sur la liste. Justement, on va finir peut-être ce tour du monde et des choses joyeuses avec la Russie. Il y a un graphe que j'ai récupéré, je veux bien que tu le montres, Alex. Alors, le temps que tu le trouves. Je peux vous le dessiner avec les doigts si vous voulez. Ouais, je pense que tu le connais par cœur, effectivement. Mais en attendant, il paraît que tu appelles ta chaudière Vladimir. C'est exact? Ouais. Vlad. Mais maintenant, en ce moment, je l'appelle Poutine parce qu'on est un peu en froid. Ouais, je comprends. Surtout là, j'ai plus besoin d'elle. Ok, du coup, Alex, si tu ne trouves pas, c'est pas grave. Mathieu connaît les chiffres. En fait, c'est un schéma en fait, sur les exportations quotidiennes de gaz russe vers l'Europe, qui, à partir de l'invasion de l'Ukraine, augmente. C'est-à-dire qu'elles étaient déjà très très hautes, et là, en plus, elles augmentent. Ce qui m'a posé une question d'interprétation de ce schéma. On n'a pas encore parlé des compagnies, enfin, on en a un petit peu parlé, mais pas énormément des compagnies pétrolières. Ça, c'est quoi? C'est Total, CNJ, c'est toutes leurs homologues qui se disent ça craint, il faut qu'on fasse des réserves? Alors, je peux voir? Oui, bien sûr. À partir de quel moment exactement? Février. Parce qu'il y a des phénomènes. Février 2022. Ouais, alors, c'est pas très interactif, là, désolé, mais... On est un peu dans le... Alors, c'est du pétrole qui est pas cher. Ok. Mais je suis tout petit peu étonné par ton graphique, là. C'est pour ça que je voulais que tu le commentes, mais... Ok.
Mais on va pas trop s'attarder dessus si les gens dans le chat peuvent pas c'est le du voir. gaz, c'est du C'est gaz. du gaz, c'est pas du pétrole. Ça Tu n'a rien à t'expliques ? voir. Bah, le gaz, là, c'est pas compliqué. La stratégie les stratégies des Européens, c'est de remplir tout ce qu'ils peuvent là. Ouais. Et le boycott, si le boycott il doit avoir, c'est l'hiver prochain. Donc c'est une anticipation C'est d'un on éventuel prend boycott. tout ce qu'on peut, on remplit les citernes et après on voit ce qu'on peut faire. Grosso modo, c'est ça. Ok, donc ça s'explique comme ça. Ok. Bon, du coup, ça permet d'arriver sur la question du boycott des hydrocarbures russes. En gros, donc sur le débat sur Purpose, donc on a une majorité de non, hein, de contre le boycott avec différents arguments. Mais je vais quand même commencer par l'argument des pro-boycott qui disent voilà, la guerre coûte 1 milliard d'euros par jour à Poutine. L'achat des hydrocarbures en finance les 2 tiers. Ça sert à quoi les paquets de sanctions fractionnés au regard de ces chiffres? Eh ben, pas grand-chose. Enfin, non. Disons que tant qu'on n'entre pas... C'est une guerre économique. On est en guerre économique avec la Russie. Ce qu'avait dit Bruno Le Maire avant de se faire en taper guerre sur les économique. doigts d'ailleurs. Mais pour l'instant, on n'a pas tranché le nœud de la guerre, qui serait d'entrer dans un boycott des hydrocarbures. Alors, l'Europe cherche des moyens de faire ça. Ouais. Pour l'instant, enfin pas pour l'instant d'ailleurs, quoi qu'il en soit, si on veut faire un vrai boycott, à un moment donné, c'est du rationnement pour les Européens, pour les ménages. Donc il faudra accepter d'avoir un peu plus froid l'hiver prochain et d'avoir un peu plus chaud, d'y aller mollo sur la clim cet été. Parce qu'il y a on utilise le gaz beaucoup pour faire de l'électricité et notamment pour faire tourner l'été les clims. Donc faire un vrai boycott sur le gaz russe, ça implique, pour arriver à boucler le truc, de toute façon, c'est de la sobriété massive, c'est accepter d'avoir moins chaud l'hiver prochain et arrêter des industries. C'est très peu probable d'y arriver par des moyens plus doux, c'est-à-dire en achetant du gaz ailleurs, suffisamment de gaz ailleurs. Il n'y a pas assez de gaz ailleurs. Il n'y a pas assez de gaz ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez aller jusqu'au bout de la logique, vous pouvez compenser une partie des choses en substituant des sources d'importation, en achetant plus aux États-Unis et au Qatar, par exemple. C'est quoi d'ailleurs aujourd'hui, où s'approvisionne la France aujourd'hui? C'était une question dans le chat tout à l'heure. Alors, la France achète beaucoup de gaz. Bon, on parle du gaz, hein, là. Je veux bien la réponse sur le pétrole. C'est pas les mêmes ratios. Ouais. On achète beaucoup de gaz à la Norvège aujourd'hui. Norvège, Royaume-Uni, un peu Algérie. On importe beaucoup de pétrole, de gaz de schiste américain. Et on est relativement isolé du marché, relativement, hein, c'est quand même un peu plus d'un dixième du gaz qui vient de Russie. Et pour le pétrole, c'est à peu près la même chose. On a la chance en France d'être au bout du continent, donc on est moins dépendant des approvisionnements, mais on est dépendant des fluctuations de prix. L'Europe dans son ensemble, c'est très différent. Comme vous le savez, c'est un peu plus de 40% du gaz qui vient de Russie et à peu près un tiers du pétrole. Donc c'est absolument considérable. Et évidemment, parce qu'on en parle beaucoup, dans le cas de l'Allemagne, c'est, quand je parle de rationnement, c'est inévitablement du rationnement et des relances des centrales au charbon, qui permettent de faire une grosse partie du chemin pour arriver à un sevrage, un boycott complet du gaz et du pétrole. Donc on est vraiment en train de parler d'une guerre économique. Et dans une guerre, il y a des souffrances. Donc si on veut jouer jusqu'au bout le jeu de la guerre économique, il va falloir mettre des gens au chômage technique et demander aux gens d'avoir un peu froid l'hiver prochain. Voilà, c'est la réalité. Ok.
pour la France y compris, dont on dit parfois Bah, qu'elle pour la France y compris, elle parce est que plus préservée, notamment parce qu'il y a le nucléaire. Et oui, donc, alors on est dans une situation qui est moins critique que l'Allemagne, par exemple. mhm. Mais il faut se rappeler quand même que ceux qui sont dans la situation la plus critique, c'est ceux qui sont en première ligne. Ouais, Les ouais. Polonais qui ont une dépendance, enfin, qui se méfient historiquement du grand voisin russe depuis très longtemps. Mais la Hongrie, la Pologne, Les États baltes. la Tchéquie, les États baltes. Qui alors, ont décidé, eux, pour le coup, oui. le boycott, alors oui. qu'ils sont quasiment les plus dépendants. Donc, Oui. Mais sauf que les États baltes, eux, ils sont Pas les mêmes sous besoins. l'ombre. Ils savent très bien que, ils surveillent, ils n'ont pas du tout confiance en M. Poutine depuis très très longtemps. Donc les Polonais et les Baltes se méfient depuis très longtemps et ont des contre-mesures qui leur permettent de s'isoler. Mais eux savent très bien qu'une guerre économique, c'est une guerre économique. Et sachant qu'ils sont déjà, les Polonais, ils ont accueilli des millions de réfugiés. La vie a changé déjà pour eux. Mais ils sont prêts à rentrer à assumer les conséquences d'une guerre économique parce qu'ils savent que si Poutine arrive à ses fins en Ukraine, voilà. Malgré le bouclier atomique de l'OTAN, les Polonais vont avoir des problèmes, ok. clairement. Du coup, ça veut dire que tu penses que la société française, elle, n'est pas forcément prête à ces sacrifices? Parce que ça pose la Je sais question pas, faut lui demander. de l'acceptabilité. Je sais pas, il faut lui demander. Il y a les sondages, c'est rigolo les sondages, mais c'est... On va jamais à la guerre. Je ne suis pas en train de dire... là, je joue mon rôle d'expert, je ne donne pas mon opinion là. Ok. Mais on va pas à la guerre, on va pas à la guerre la fleur au fusil. A priori, c'est précisément ce que... Et on n'y va pas tout seul. C'est pour ça que la France ne peut pas se considérer, c'est pas du tout l'approche d'ailleurs du gouvernement, comme étant isolée dans cette affaire et faisant ses petits deals pour s'approvisionner de son côté. Non, c'est nécessairement une réponse et c'est là son honneur et sa valeur. Je disais qu'on ne s'est pas battu en Europe depuis 70 ans, 80, c'est bien. Si ça pouvait continuer encore quelques temps. Et c'est à ça que sert l'Union européenne. Donc il y a une organisation possible. Là, en ce moment, l'Union européenne s'organise pour remplir un maximum ses stocks, s'organise collectivement pour avoir la capacité de négocier en commun des achats, faire des achats groupés de gaz à des pays qui seraient susceptibles de nous en envoyer un peu plus, comme le Qatar ou les États-Unis. Donc il y a une solidarité nécessairement. Après, le gaz va être cher de toute façon. Mhm. Mais ça n'a rien à voir. Et voilà, c'est là où je voudrais juste dézoomer un petit peu sur la situation par rapport à la situation en Russie. Le gaz était déjà extrêmement cher avant et était dans une flambée historique avant l'invasion de l'Ukraine. Et ça n'a rien à voir donc, avec l'Ukraine. Ça a à voir avec la demande mondiale de gaz qui explose. Voilà. La Chine, l'Union européenne sont en concurrence aujourd'hui, sont deux très gros importateurs et sont en concurrence aujourd'hui pour les approvisionnements. Et c'est ce qui a fait que, au sortir de la crise du Covid, le prix du gaz s'est mis à flamber. Et il restera cher l'hiver prochain, et il restera cher encore l'hiver d'après, l'hiver suivant, pour des raisons qui sont fondamentales, enfin qui sont des raisons structurelles, qui ne sont pas des raisons liées à la guerre. Donc, de toute façon, le gaz naturel va être cher et pour longtemps, et pour une raison en particulier en Europe qui est très forte, qui est liée à ce que je racontais dans la première partie de notre entretien, c'est que la production de gaz de la mer du Nord décline. Donc, vous avez une demande très forte et appelée à croître, puisqu'on se sert du gaz en Europe dans les politiques de transition énergétique pour remplacer le charbon, parce que le gaz naturel émet moins de CO2. Donc quand on ferme des centrales au charbon, majoritairement ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre des centrales au gaz. Et puis vous avez besoin du gaz aussi quand il n'y a pas assez de vent et pas assez de soleil, pour prendre le relais. Voilà, c'est ce qui fait que structurellement, l'Europe a des besoins gaziers qui sont plutôt croissants et une production locale qui décline. Donc vous avez une demande qui augmente, une production qui décline. Bon, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que ça va aboutir à... voilà. Comme on l'a vu tout à l'heure. Il
Il y a une question dans le chat et qui peut-être peut amorcer la dernière partie de l'émission plutôt vers les solutions. Les contraintes liées à cette guerre économique ne sont-elles pas une occasion inespérée de s'engager dans un régime de sobriété par lequel on va de toute façon devoir en passer? Ce que tu dis un petit peu sur le fait que c'est pas que lié à l'invasion de l'Ukraine de toute façon et que il y a du déclin à peu près partout et sur, Alors, et sur Marie, le pétrole et sur 18-10-1981, gaz. je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec ça. En fait, ce qu'on dit au Shift Project, donc le groupe de réflexion que je dirige, c'est que c'est un peu inexorable cette histoire de sortie des énergies fossiles. C'est-à-dire que vous avez une cumulation de raisons inexorables qui font que plus on va rester dépendant des énergies fossiles, plus ça va puer. Plus ça va être la merde. Pour appeler un chat un chat. Climat, ok, raison suffisante, mais pour l'instant qui n'a pas été raison raisonnable suffisante, mais qui n'a pas suffi pour l'instant à mobiliser toutes les nations de la planète, malgré les engagements écrits pris. Les accords de Paris, notamment. Réseau... Tu peux rappeler d'ailleurs les objectifs? Ouais. Oui, suite aux accords de Paris, notamment. Le climat, c'est ce qu'il y a de plus ambitieux, en fait, par rapport à tout ça. C'est-à-dire que tenir les objectifs climatiques, ça suppose de faire décroître constamment, de manière systématique, pendant au moins une génération, la consommation de pétrole, de gaz et de charbon. Et en fait, le chemin d'un boycott, par exemple, du gaz pétrole russe, ça t'amène sur la trajectoire qu'il faudrait si on voulait être sérieux avec les accords, climatiques, les accords de Paris. Okay. C'est vraiment, faut imaginer, moi je décris ça comme une course cycliste de haute montagne. Tu as un col, il y a l'Alpe d'Huez là. L'Alpe d'Huez, c'est le climat. Donc c'est un sacré truc, c'est l'Alpe d'Huez, quoi. Il faut y aller, quoi. C'est pas le truc que tu vas faire sur tes week-ends, c'est pas un job de sportif amateur, quoi. En tant que société, ça suppose une mobilisation, un effort de paix. On parle d'effort de guerre, moi je pense que c'est un effort de paix historique. Pour l'instant, on se paye de mots, mais bon, on voit les effets, on comprend que... Donc disons, si on est convaincu que le climat est une raison suffisante pour nous sevrer des énergies fossiles, c'est un sacré truc. C'est pas infaisable, il y a beaucoup de gens qui arrivent à monter l'Alpe d'Huez, mais c'est quand même chaud. Ouais. Et si on n'y arrive pas, derrière, il y a une voiture balai qui est là pour ramasser ceux qui n'arrivent pas à faire la route. Ça s'appelle Mad Max. Ça s'appelle l'épuisement géologique et les turpitudes des pays qui sont exportateurs. Ce que dit Gastou en disant que, comme d'hab, c'est surtout la merde pour ceux qui auront les moyens, qui n'auront pas les moyens de se payer de l'énergie rare. Oui, bien sûr. L'énergie ou des matériaux, parce qu'on est rentré dans une... ça y est, là, avec l'essor de la voiture électrique, on va transférer des régimes de domination centrés sur les ressources hydrocarbures vers le cobalt, le nickel, le cuivre. Ça va être ça la nouvelle... Enfin, disons que ça va être une composante nécessairement émergente des rapports de force. Et c'est pour ça que la sobriété est intéressante, parce que la sobriété, ça vous permet de faire descendre la pression géopolitique, en fait. Moins vous avez de besoins, moins toute l'humanité a besoin des mêmes choses, moins on est susceptible de se taper dessus pour les obtenir. Et sobriété, au sens où nous, on l'explore dans... je me permets du coup de faire un peu de pub dans cet excellent ouvrage. Voilà. Non, pardon, on va y avec venir Marianne précisément. C'est le plan de transformation de l'économie française. Ce qu'on explore là-dedans, c'est comment... Alors, c'est la sobriété, c'est pas demander à tout le monde de se serrer la ceinture, et en particulier, et surtout, pas le demander aux gens qui n'ont rien ou pas grand-chose. Ouais. Ça serait obscène et de toute façon inutile. Non. Ce que nous, on entend par sobriété, c'est une société plus sobre. C'est non pas demander à chaque cellule de cette société de devenir comme ça anémiée, mais de faire en sorte que les organes vitaux fonctionnent avec moins. Donc les organes vitaux, c'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est les systèmes de mobilité. Et en fait, c'est ce qu'on explore là, on n'est pas les seuls. Il y a plein de solutions qui sont à la fois techniques et politiques, c'est-à-dire organisationnelles, pour faire en sorte que la société fonctionne, remplisse son rôle,
avoir des hôpitaux, avoir un système de santé efficace, avoir un système alimentaire qui fait qu'il n'y a personne qui crève la dalle, avoir des systèmes de mobilité qui fait que on peut à peu près chacun peut à peu près se déplacer à sa guise, se chauffer l'hiver, voilà. Okay. Ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui. En vrai. Mais faire en sorte d'organiser ces systèmes de façon à ce qu'ils soient plus sobres, ça permet peut-être, d'abord, très certainement, de se rapprocher de relever les défis écologiques et peut-être de partager un peu mieux les richesses écologiques elles-mêmes, quoi. On va du coup rentrer un petit peu dans le dur sur les idées concrètes, et puis il y a pas mal de questions intéressantes sur lesquelles je reviendrai tout juste après, mais on a retrouvé une vidéo publicitaire dans les années 70 qui permet d'amorcer la question des idées concrètes avec le fameux slogan on n'a pas de pétrole, mais on a les des Girondins idées. de Bordeaux? Ah non. Non. Pardon, Fan des Girondins de Bordeaux? Non, mais c'est ce qu'on chantait dans les années 80, on chantait ça. Ok, on va passer la vidéo parce que, alors attention, moment kitsch de l'émission, à vos mérites. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante. La pétanque. Une histoire glorieuse. On a aussi une situation géographique privilégiée. La Tour Eiffel et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire? Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. À partir du 15 septembre, l'Agence pour les économies d'énergie vous dira comment. Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. C'est kitsch, je vous avais prévenu. C'est célèbre surtout. Ouais, c'est ça. Du coup, l'idée à l'époque, notamment de Valéry Giscard d'Estaing, donc dans les années 70, c'est le changement d'heure pour consommer moins. Et donc on le voit, on l'entend bien en fait dans la pub. L'idée, c'est pas de changer nos modes de vie. Là, les enjeux sont évidemment un petit peu différents. Concrètement, par rapport justement au bouquin du plan de transformation de l'économie, sur la question de l'énergie, quelles sont vos recommandations concrètes pour y arriver? Tu parlais tout à l'heure, on a une génération en gros pour faire le taf. C'est s'organiser un peu différemment. C'est pas des choses cataclysmiques, des choses extrêmement vertigineuses qu'on propose. C'est des réorganisations cohérentes qui permettent à la société d'avoir moins besoin d'énergie, tout en permettant à chacun de jouir de la vie, quoi, et du progrès aussi technique. Je pense que l'exemple le plus parlant, et puis en plus le plus important en termes de consommation de pétrole, c'est comment on se déplace au quotidien. Voilà. La voiture et la voiture individuelle, c'est-à-dire une voiture dans laquelle, en moyenne, il y a un bonhomme ou une bonne femme de 60 à 80 kilos, disons, dans un machin qui, lui, fait plus d'une tonne. Ce modèle de déplacement, y compris pour faire 500 mètres, pour faire 1 km, pour faire 2-3 km au quotidien, reste archi dominant. Il n'est pas depuis très longtemps, il est depuis une génération. Mais il est archi dominant aujourd'hui. Et en fait, ça, pour nous, c'est peut-être l'aspect, alors je ne sais pas s'il faut dire révolutionnaire, pour moi, ce n'est pas révolutionnaire, mais clairement, il y a une transformation des équipements de déplacement quotidien qui permettent, partout où c'est possible, c'est-à-dire dans la ville, au sens large, de se déplacer en ayant un minimum besoin de prendre sa bagnole. Ça, c'est possible. Et c'est possible. Alors, à la campagne, c'est plus compliqué, évidemment. Si les gens moi, j'ai grandi dans une zone rurale, bien sûr. Mais la moitié de la population française habite soit en ville, soit en grande périphérie urbaine. Et je vous invite à aller regarder
dans ce bouquin-là, et puis dans des travaux qu'on a publiés sur le Shift, c'est quelque chose qu'on a regardé très précisément, à condition que la nation s'en donne les moyens, c'est-à-dire investisse de manière systématique et cohérente dans tout ce qui permet de se passer de la bagnole au quotidien quand on est en ville ou en grande périphérie urbaine. Donc la facilité de se servir d'un vélo électrique pour aller prendre un bus qui est là, qui est fréquent, qui est confortable, ou un train, ou faire du covoiturage. Développer ça de manière systématique, et ça se fait déjà en France, dans un certain nombre d'agglomérations. C'est pas beaucoup d'argent. En termes d'investissement public, ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on a mis dans les autoroutes ou dans les TGV. C'est pas très cher de faire des abribus, de faire des parkings sécurisés pour ranger un vélo ou un vélo électrique qui peut valoir quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Pour faire les 3 bornes, ou les 5 bornes, ou les 10 bornes qui vont te permettre d'aller bien souvent sur ton lieu de travail, ou aller prendre un bus ou des trains qui, sur lesquels on arrête de sous-investir. Ça, développé pendant une décennie, ça fait une grosse partie ça fait une partie significative du job de la sortie du pétrole pour la France. C'est pas du tout des choses extrêmement sophistiquées. C'est des choses qui sont déjà peu ou prou en gestation dans la société, mais qui demandent deux choses, qui demandent une politique d'investissement cohérente et systématique, où on dit Françaises, Français, la bagnole au quotidien, pour vous déplacer, c'est terminé. C'est terminé, mais vous inquiétez, on ne fait pas du tout ce qu'on a fait au moment de la crise des Gilets jaunes. On fait le contraire, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par la fin, on commence par le début, on commence par faire une politique d'investissement cohérente qui permet que ça soit possible. Évidemment, aujourd'hui, tu habites Marne-la-Vallée, tu viens... Enfin, si, non, Marne-la-Vallée, c'est un mauvais exemple puisqu'il y a le RER. Mais tu habites en grande banlieue du Havre, ou tu habites dans le pays de Caux et tu es à 50 km du Havre. Tu n'as pas d'autre choix. En plus, la ligne historique de train Paris-Le Havre, ô combien historique et un tout petit peu capricieuse. Je ne sais pas s'il y a des Normands, des Hauts-Normands qui nous écoutent, ils savent de quoi je parle. Tu n'as pas d'autre choix que d'utiliser ton diesel. Et c'est bien ça, c'est bien la réaction légitime des Gilets jaunes. Et c'est bien pour ça qu'il y a plein de Français qui ont compris la révolte des Gilets jaunes. C'est parce qu'il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, le problème, c'est que voilà, c'est ça. On est pieds et poings liés à un système qui est surdépendant du pétrole. La bagnole électrique, ce n'est pas encore tout de suite pour tout le monde. Et en plus, la bagnole électrique, c'est bien jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si toute chose égale par ailleurs, on ne fait que prendre les SUV qu'on a aujourd'hui et on les remplace par des SUV électriques, on va déplacer un problème, à la fois un problème écologique, mais aussi un problème économique. Donc, sur la dépendance aux matériaux. Sur la dépendance aux matériaux et la cherté de... Voilà, un SUV électrique, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, c'est pas à la portée de tout le monde. Par contre, il y a... alors c'est plus facile en ville. C'est un peu plus... Ça demande un peu plus d'investissement en grande périphérie urbaine. Mais c'est pas du tout impossible. Et nous, on en a fait la démonstration, et puis, enfin, la démonstration théorique, très précise, mais théorique. Et puis, il y a des collectivités locales qui en font la démonstration pratique. Mais voilà, ça demande deux choses. Une politique d'investissement cohérente, d'une part, et d'autre part, un discours symbolique, un discours politique qui justifie ça. Et pour moi, la justification, malheureusement, elle nous est offerte par M. Poutine, c'est que ça va être des problèmes de plus en plus lourds et de plus en plus impossibles à traiter. Pourquoi ? Parce que l'Europe, la France, on disait on est un peu moins dépendant du... Mais par contre, du point de vue de notre dépendance aux énergies fossiles, de manière générale, on est tous logés à la même enseigne. L'Europe est le plus gros importateur mondial d'hydrocarbures. Et on n'a pas, nous, comme disait le brave homme, on n'a toujours pas de pétrole. Voilà. Donc, sur la mobilité quotidienne, sur les déplacements au quotidien pour aller bosser, pour aller chercher les gosses à l'école, on ne peut pas systématiquement, en tout et partout, se débarrasser de la voiture en 10 ans, bien sûr que non. Mais il y a beaucoup de registres, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de villes et beaucoup de banlieues où c'est possible de mettre à disposition de chacun la possibilité de se déplacer facilement
confortablement et moins cher, et moins cher, parce qu'une bagnole, ça coûte très cher et ça va coûter de plus en plus cher, pour simplement faire l'essentiel de ses déplacements. Voilà. Mais tout ce qu'on raconte est dans cette veine-là. Il y a des investissements à faire, il y a des évolutions, oui, dans les modes de vie, mais qui ne sont pas, pour moi, qui ne sont jamais, à condition qu'elles soient mises à disposition, que les solutions techniques soient là, qui n'ont rien pour le commun des mortels de tellement audacieux et ne demandent pas des sacrifices pour moi incommensurables, d'autant plus qu'on est confronté à une évolution qui, elle, est inexorable. Bon. Donc il y a des investissements à faire, cohérents, dans l'évolution de l'industrie, de l'agriculture, des systèmes de santé, de la mobilité longue distance aussi. Il y a une priorité à redonner au train, au détriment de l'avion, pour les déplacements en Europe en particulier. C'est pas normal qu'on ne puisse pas aller de Paris à Berlin en train, ou de Lille à Hambourg, ou de Bordeaux à Madrid rapidement en train. C'est possible techniquement. Ça suppose de produire beaucoup d'électricité décarbonée. Voilà. C'est le pendant de l'affaire. C'est qu'il faut, c'est l'une des conclusions qu'on a côté production, il faut se donner les moyens de produire beaucoup d'électricité décarbonée. À notre sens, surtout pas en faisant la croix sur le nucléaire. Mais aujourd'hui, il y a une convergence. C'est quoi le mix, du coup, justement, au bout de cette génération, enfin le temps de cette génération, dans le mix énergétique, à peu près, hein, Alors, nous, on est focalisé beaucoup sur les 5 ans qui viennent. En fait, sur une dynamique qu'il faut impulser maintenant, parce que si on ne le fait pas maintenant, c'est game over. Et après, on verra où ça nous mène. C'est-à-dire qu'on fait un plan, on ne fait pas un scénario. Le travail qu'on a fait est un plan et focalisé sur ici et maintenant. Donc le ici et maintenant, et ça c'est un consensus, disons qu'il y a un large consensus des spécialistes pro et anti-nucléaires, c'est qu'il faut développer tout ce qu'on peut développer. Donc nucléaire et renouvelable. Les renouvelables, ça ne sort pas assez vite pour l'instant. Et le nucléaire, si on prend la décision maintenant, on aura les réacteurs dans 15 ans. Donc tout ça, on parle de sujets qui sont lourds, où il n'y a pas de magie. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'observe que, et nous on y a été, on a joué notre rôle au Chief Project là-dedans, c'est que les pro-nucléaires comme nous disent le nucléaire ne va pas suffire, loin s'en faut, à faire la blague, entre guillemets. Et les anti-nucléaires, je pense notamment à Négawatt, commencent à dire il ne faut peut-être pas trop qu'on se hâte à fermer toutes les centrales. Voilà. Donc il y a une relative convergence là où le débat était un débat très tranché. On était soit anti, soit pro-nucléaire, soit pro-renouvelable, soit anti. Maintenant, en fait, quand on regarde les chiffres, tout le monde s'aperçoit que si on veut arriver à avoir les capacités de production d'électricité décarbonée nécessaires pour arriver à concrètement se passer de pétrole, de gaz et de charbon, il va falloir développer beaucoup de capacités de production. C'est pas impossible. Rien de tout ça, et tout ça est quand même très très étudié. On a la chance quand même d'avoir en France un vivier de spécialistes, encore une fois, qui soient pro ou anti-nucléaire, ou réservés sur les éoliennes ou à fond sur les éoliennes. On a un débat de qualité qui est un débat objectivable. C'est peut-être la grande chance qu'on a par rapport à ces problématiques-là. C'est qu'on parle, encore une fois, de joules et de watts et de tonnes de trucs et de machins. Donc c'est pas... c'est un problème politique fatidique qui va nous permettre, j'espère, de nous épargner des tragédies. Mais c'est un problème politique qui peut largement s'objectiver dans des dimensions qui sont les dimensions de l'écologie, sur des dimensions physiques, concrètes. Je peux pas, et si je peux, à telle condition. On le voit très bien sur... c'est ce que je disais sur la mobilité. Dire qu'il n'y a qu'à prendre exactement le modèle de mobilité qu'on a aujourd'hui et passer de moteurs thermiques à des moteurs électriques, celui qui vous dit ça, il se paye de mots. Il n'est pas allé regarder les chiffres.
les chiffres, un certain nombre de symptômes montrent qu'on a besoin d'avoir des systèmes de mobilité, en particulier là où c'est possible, c'est-à-dire pour les transports du quotidien, plus sobres. C'est-à-dire avec des choses qui sont plus efficaces, comme le train, comme le bus, comme le vélo électrique. Partout, c'est possible. C'est pas possible partout, mais partout, c'est possible. Okay. Tu disais, c'est encore possible, mais il faut y aller maintenant. Il y avait une question dans le chat. Après 10 ans au Shift Project, est-ce que vous trouvez que vous êtes audible auprès des décideurs? Et il y avait une autre question un peu liée. Est-ce que des partis politiques ont fait appel à vous, au Shift Project, pour réfléchir à leur programme dans le cadre de la campagne présidentielle? Ouais. Alors, on est d'autant plus audible que Mère Nature parle en même temps que nous très fort. Nous, on a vu 2018, la canicule de 2018, d'un coup, les gens font « Ah ouais, en fait, le réchauffement climatique, c'est pas des conneries ». Eh ben non, c'est pas des conneries. Donc, malheureusement, on est servi par une espèce de justice immanente. Et puis, pour moi, Poutine, ça fait partie quelque part de... Enfin, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la guerre, le pétrole et la guerre. Je ne suis pas très surpris par ce qui se passe, par le pouvoir de nuisance qu'a un pays qui nous fournit 30 à 40% de nos hydrocarbures. Tout ça a été écrit, quoi. Donc ces phénomènes-là font que il y a beaucoup plus de gens qui viennent écouter les experts de transition énergétique en général et le Shift Project en particulier. Donc oui, on a des échanges intenses mais c'est notre rôle, hein. Le Shift, on s'est défini pour ça. Notre rôle, c'est de pousser à la route d'un truc depuis plusieurs décennies, on identifie comme étant inexorable. Et on tâche de convaincre ce qu'il est convenu d'appeler les décideurs et les médias. Donc les décideurs, c'est les politiques, les industries, les patrons, les syndicats. On discute aussi beaucoup, on répond volontiers à des interviews, et voilà. On essaye humblement, et on prétend surtout pas épuiser le sujet. Et tant mieux, parce qu'on est au pays de Descartes, donc si on est encore au pays des Lumières, je sais pas, là on est bien éclairé, mais des fois on se demande si on n'a pas un peu oublié de changer l'ampoule. Mais si on est encore au pays des Lumières, je pense qu'on est encore capable d'avoir des débats adultes et informés, en particulier face à des évolutions, pour prévenir des évolutions qui, dans le sens de la pente, nous amènent à la catastrophe, quoi. Et ce qui nous aide aujourd'hui, c'est M. Poutine. Ouais. C'est ce qui fait écho, hein, parce que tu as l'air du coup d'être quand même plutôt optimiste, mais il y avait un viewer dans le chat qui disait que François Gémen, moi je ne connais pas, mais un expert en géopolitique, climat que tu connais sans doute, qui était investi dans la campagne de Jadot, dit que le monde politique est médiocre et ne croit plus en la démocratie pour organiser les transformations nécessaires. Qu'il aille en Chine. Non, ça m'étonnerait que François dise les choses tout à fait comme ça. C'est sûr qu'il a dû être, surtout la fin de campagne d'Europe Écologie Les Verts n'a pas dû être très joyeuse. Mais écoutez, il n'y a pas une génération, peut-être si celle de mes parents, qui a pu s'épargner de faire face à des enjeux fatidiques, mortels, terrifiants. Ça s'est beaucoup appelé la guerre, ça s'est beaucoup appelé la maladie. On a la chance de bénéficier d'un système technique très dépendant des énergies fossiles, mais de bénéficier en Europe occidentale d'un système technique qui fait que même les clodos ont à bouffer. Il n'y a plus personne qui crève littéralement de faim. Et c'est pas très vieux en France. Il y a beaucoup de gens qui ont froid. Mais bon, bref, on a un système technique qui nous offre un confort qu'on n'a jamais connu. Et un niveau d'éducation qu'on n'a jamais atteint. Il n'y a jamais eu la génération des peut-être majoritaires, puisqu'il paraît que c'est un truc de Jones, Twitch. Vous êtes la génération la plus éduquée de tous les temps. Il n'y a jamais eu une génération où il y a une aussi forte proportion de la population qui atteint Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4. Et en plus, vous avez, avec Internet et Wikipédia, accès à une intensité d'information que moi, je ne connaissais pas quand j'étais dans les années 80, avec une encyclopédie à la bibliothèque de mon village, pour tout le village. On n'est pas démunis. Et on est face à une crise historique fatidique.
Mais il y en a eu d'autres avant. Je pense que la génération de 1914 ou la génération de 1939, ou la génération qui a connu la grippe espagnole. Enfin voilà, il faut discuter avec les grands-parents. Moi j'ai la chance d'avoir une tante qui est encore en vie, qui a 96 ans. Quand je lui parle quand elle a vu le Covid et on entend parler les gens de rationnement, etc., elle me parlait de 46, 47, 48, 49, où ils étaient avec des tickets de rationnement. Bon, ça l'a fait sourire, quoi, gentiment sourire avec bienveillance, parce que c'est une personne très, très bienveillante. Mais la politique, pour moi, c'est pas fini. Et l'espoir, c'est pas du tout fini. On a plein de réponses. En fait, on a une super boîte à outils. Il faut juste s'en servir. On a passé, sur ces questions d'environnement en général et de transition énergétique, on a passé une génération à procrastiner. Mmh. Exactement comme, moi je suis ancien fumeur, je prends toujours cet exemple, désolé pour les gens qui m'ont déjà écouté, mais je prends toujours cet exemple. On est comme dans la situation d'un fumeur qui a entendu le toubib lui dire « Monsieur, ce serait bien que vous arrêtiez quand même. » Et qui se dit « Oui, j'ai compris. J'ai compris, mais moi ça m'a pris 4 ans. » Entre le moment où je me suis dit « Allez, merde, il faut que j'arrête, mais putain, il me reste que 2 clopes, qu'est-ce que je fais quoi ?» Et le moment où je me suis effectivement arrêté, où je me suis organisé mentalement et en pratique pour « Ok, allez. » Et depuis d'ailleurs, j'ai commencé le vélo, ça n'avait rien à voir avec le climat, et je m'en trouve très très bien, et j'ai un meilleur cardio à 47 ans que je l'avais à 25 piges. Mais bref, passons. Tout ça pour dire qu'il y a aussi des issues heureuses dans cette histoire qui restent à explorer. Mais voilà, pour l'instant, on se paye de mots. On a un président de la République qui nous dit qu'il faut faire de la planification écologique. C'est ce que j'allais dire. Eh bien, qu'on le prenne au mot. Allons-y. Si on est convaincu, et je crois que M. Poutine a mis le dernier clou dans le cercueil des espoirs qui était de faire ce que, en italien, on appelle très joliment le guépardisme, c'est-à-dire, je ne sais pas si certains connaissent Visconti, et le bouquin et le film Le Guépard. Le guépardisme, c'est ne rien changer pour que rien... le guépardisme, c'est tout changer pour que rien ne change. Bon, on s'est pas mal attardé là-dedans. Non, sortir du pétrole, c'est pas tout changer pour que rien ne change. C'est pas prendre les SUV avec une personne dedans qui s'embouteille autour du périph' tous les jours que le bon Dieu fait, avec une personne toujours. Moi, je regarde. J'ai jamais été automobiliste. J'ai eu cette chance-là. Je suis toujours à regarder dès que je vois un embouteillage, je compte le nombre de personnes par bagnole. Je regarde, je fais 1, 2, 1. Donc, tu as quand même un machin qui fait 2,50 m de large, qui pèse 1 tonne et qui transporte 60 kg, 80 kg, 90 dans mon cas. C'est ridicule. Enfin, ce système d'organisation est, comme disent très bien les ingénieurs, sous-optimal. Ça veut dire il faut passer à autre chose, quoi. L'histoire ne s'arrête pas. Et l'histoire, le pire n'est jamais certain, le pire n'est jamais sûr, comme disait Claudel. Je vais peut-être finir, parce que j'ai promis que je te libérais à 20h30. On a tout juste un petit peu dépassé la dernière question, en lien aussi avec quelques remarques dans le chat sur la question du débat démocratique, qui sont en plus des choses qui nous intéressent beaucoup du côté de Purpose. Vous parlez souvent de débat démocratique adulte à avoir pour transformer notre économie, notre mode de vie. Quelle forme ça devrait prendre pour toi ? Ça s'appelle la démocratie, mais avec un peu plus de gravité peut-être qu'aujourd'hui. On a eu... non. Il y a eu plein d'exemples. Il y a plein d'exemples locaux, nationaux, de conversations démocratiques de grande qualité. Moi, j'en vois partout. La Convention citoyenne pour le climat, qu'a constituée Macron. Il y a eu un refus d'obstacle derrière. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi ce qui s'était passé. On a pris des gens au sort, on a tiré des gens au sort, on leur a expliqué le problème, des gens du Shift Project et des gens de plein d'organisations très très bien. On dit, François Gémen peut-être, sans doute, on dit, voilà la situation. Et voilà la boîte à outils que nous, on a imaginée. Et on n'est pas tous d'accord sur la manière d'utiliser mais grosso modo, on se retrouve sur les mêmes outils. Notamment cette histoire de sobriété collective, d'organisation de la société de façon à ce qu'elle soit plus sobre. Et les gens qui étaient tirés au sort, qui pour la plupart n'y connaissaient strictement rien, ont abouti à des réponses cohérentes. Vox Populi, Vox Dei.
Qui pour autant n'ont pas été très reprises. Et oui, mais c'est par ça, les c'est le décideurs. fumeur. Ça, c'est le fumeur qui dit « Ah, si, j'arrête, mais bon, là, quand même, ce soir, je finis mon paquet. » C'est très compliqué de sortir. L'analogie avec la clope n'est pas très bonne, en fait. L'analogie la meilleure, c'est celle que j'ai donnée au début, c'est le système sanguin. L'énergie irrigue toute la société, et c'est là-dedans, c'est fondamentalement du pétrole, du gaz et du charbon au niveau mondial. Et en France, on n'a pas de charbon, mais c'est très largement le pétrole et beaucoup le gaz. Bon, c'est pas un truc, si on se dit, OK, il faut qu'on dépasse cette situation-là, c'est pas un truc que tu vas faire sur tes week-ends, vite fait, à l'arrache. Non, c'est un truc lourd. C'est une opération à cœur ouvert qu'il faut réussir. Sur un corps qui est, par certains côtés, en bonne santé, et par d'autres côtés, un peu fragile, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a mis Marianne en train de se retrousser les manches. Ouais. Bon, il y a le pessimisme, il y a l'optimisme, et puis il y a le volontarisme. Il y a, et le volontarisme, il y a un truc qui est inexorable dans la vie, en particulier quand on a des gosses, ce qui est mon cas, c'est l'espoir. Tu peux pas te dire, bon, ben, après nous le déluge, c'est foutu. Enfin, si, tu peux te le dire, mais c'est pas très... C'est beaucoup plus agréable de se dire, attends, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a inventé le système métrique. En plus, en France, je veux dire, bon, le terme patriote est un peu accaparé par l'extrême droite, c'est pas mon camp. Moi, je me considère comme patriote et je pense qu'on n'est pas dans n'importe quel pays en France. On a une qualité, malgré tout, du débat démocratique. Ça va peut-être en choquer certains, mais moi, je trouve qu'avoir 12 candidats un premier tour de présidentielle, c'est pas mal. On a le choix. On a le choix. Et nous, on a analysé les programmes des candidats, on a demandé à chacun des candidats de nous expliquer ce qu'il voulait faire, comment il s'y prenait, lui, pour sortir des énergies fossiles. Et on a très bien vu des choses se dégager. Hein. On a très bien vu que Mme Le Pen et M. Zemmour, par exemple, pour nous citer deux, que c'était pas très cohérent ce qu'ils racontaient, voire que c'était complètement déconnatoire. Déconnatoire. Ouais. Nouveau terme. Et il y avait des choses qui étaient beaucoup plus convaincantes. Et globalement, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de chemin qui avait été fait. Moi, je travaille depuis 20 ans sur ces sujets-là. Je peux vous dire que je passais longtemps à prêcher dans le désert, et moi, pas tout seul, heureusement, mais on a fait du collectif Don Quichotte à quelques-uns, où on se regardait, on dit, mais putain, personne ne fait rien, personne ne s'intéresse, alors que pour nous, c'est énorme. Aujourd'hui, le débat démocratique, de manière générale, a beaucoup progressé. Beaucoup progressé. On vient de très très loin. Donc, le pire n'est jamais sûr. Le pire n'est jamais sûr. Et franchement, regardez ce bouquin. Je ne suis pas là pour vendre que ma sauce. Hein. Il y a plein de travaux intéressants. Mais si vous regardez dans ce petit bouquin-là, qui fait 120 pages, bon, il y a des images dedans. Il y a plein de... C'est pas très compliqué. Ce qu'on décrit n'est pas vertigineux. Oui, il faut manger moins de viande de bœuf. Et oui, il y a les moyens de rémunérer mieux les éleveurs bovins, qui font un travail beaucoup plus dur que vous et moi. C'est possible aussi de redonner une dynamique à la campagne, de donner du travail dans des économies, dans des organisations économiques qui sont plus vertueuses. Donc la mobilité quotidienne post-bagnole, l'agroécologie, l'agriculture qui est très technique, qui demande beaucoup de bras et beaucoup de cerveau, qui s'appelle l'agriculture, l'agroécologie, qui peuvent permettre de créer du travail et de faire que la société sera plus robuste. Voilà. J'aime pas trop le mot résilient. Résilient, je ne sais pas trop si ça parle aux gens. Enfin, robuste, stable, voilà, pacifique, paisible, saine, salubre. Voilà. Et tout ça, c'est possible si on se retrousse les manches et on prend au sérieux l'évolution fatidique dans le sens de la pente qui nous amène à la guerre, qui nous amène à des pénuries,
et qui nous amène à un climat beaucoup moins clément que celui dont on jouit dans notre joli pays. Super, on va s'arrêter là du coup sur une note plutôt optimiste avec les solutions. Vous nous avez présenté quelques-unes ce soir. Merci beaucoup Mathieu Ozano d'avoir participé à l'émission. Merci. Merci au chat aussi d'avoir posé pas mal de questions. C'était vivant, j'espère que j'en ai pris la plupart. Et puis côté Purpose, on se retrouve dès demain avec l'émission Presque Ensemble de Philippe Moreau-Chevrolet. Merci à tous et à bientôt. Ciao. Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.